Vous écoutez Fréquence Évasion, dans quelques instants la clé du mystère en compagnie d'Anna Evans, docteur vétérinaire qui pratique également la communication intuitive avec les animaux. Aujourd'hui nous parlerons de la thérapie des animaux et nous ferons un contact de communication intuitive. Anna Evans, bonjour, merci de participer à cette émission. Bonjour. Alors quels sont les problèmes de santé rencontrés généralement chez les animaux ? Alors tout dépend de leur mode de vie et puis évidemment de leur statut. Les animaux sauvages ont des maladies qui nous concernent quand ce sont des épidémies, donc des grandes maladies qui peuvent parfois d'ailleurs atteindre la santé humaine. Et de cela, je pense que nous n'allons pas parler aujourd'hui. Par contre, pour les animaux de compagnie, nos animaux proches, ceux qui vivent avec nous le plus souvent, eh bien, il y a des maladies qui sont souvent associées à leur espèce et puis il y a d'autres groupes de maladies, par exemple comme la grippe, que nous partageons avec eux. Donc c'est très très varié, c'est un très vaste monde. Je pense que les maladies qui nous concernent le plus sont les maladies d'ordre parasitaire, c'est-à-dire des maladies qui sont liées à la présence de petites bêtes à l'intérieur du corps des animaux ou parfois à l'extérieur, puisque tout le monde connaît bien sûr les puces et les tiques. Alors quels sont justement les différents moyens de traiter ces maladies ou ces parasites chez son animal de compagnie ? Il existe différentes approches thérapeutiques, là aussi, un très très grand éventail. Et naturellement, en tant que vétérinaire, je vais d'abord vous parler de ce qu'on appelle la médecine allopathique ou la médecine classique. Cette médecine qui utilise des produits chimiques dérivés de l'industrie pharmaceutique, qui a pour nous élaboré des molécules ou sélectionné des molécules et les a préparées dans des comprimés, etc., ou dans des injections, pour que on puisse les utiliser pour le bien-être de l'animal et pour lui redonner une bonne santé. Alors cette médecine-là, je crois que tout le monde la connaît, elle est efficace, elle est parfois la seule, vraiment efficace. Elle a aussi des limites et notamment les complications liées aux effets secondaires. Par exemple, si on utilise trop longtemps des anti-inflammatoires pour un chien rhumatisant, eh bien on peut lui provoquer des pathologies des reins ou des inflammations de l'estomac. Un petit peu comme nous, quand nous utilisons aussi les remèdes avoisinants. D'ailleurs, il faut savoir, ce que beaucoup de gens ne savent pas, que certains des remèdes que nous utilisons très fréquemment, comme l'aspirine, sont contre-indiqués ou parfois dangereux chez l'animal. Donc c'est important de faire appel à un vétérinaire plutôt qu'à un pharmacien, ou en tout cas à quelqu'un qui comprend qu'il existe une différence dans le fonctionnement du corps des animaux qui fait qu'ils ne vont pas utiliser le médicament, la molécule, de la même manière. Ça, bien sûr, c'est la médecine classique, connue par tous. On utilise chez les humains l'homéopathie et on obtient des résultats probants, donc je suppose qu'on l'utilise également chez l'animal. Oui, et c'est d'ailleurs quelque chose qui est très important pour la cause de l'homéopathie elle-même, puisque en homéopathie, eh bien, certaines personnes pensent qu'il s'agit d'un effet placebo, qu'il y a bien un effet thérapeutique réel de l'homéopathie et qu'il ne s'agit pas seulement de ce qu'on appelle un effet placebo, c'est-à-dire on veut y croire et donc on va mieux. Pour les animaux, l'homéopathie est utilisée en élevage, par exemple, pour les pathologies d'élevage comme les manites chroniques. Elle est utilisée bien sûr en médecine du sport. Je donne l'exemple de l'arnica pour les chevaux de course, mais elle est utilisée aussi pour les suites opératoires, par exemple pour obtenir de jolies cicatrices sur un animal de compagnie dont on souhaite finalement conserver l'élégance. Elle est utilisée aussi en médecine ou dans les pathologies aiguës. Elle n'est pas seulement utilisée dans les pathologies chroniques, comme on a tendance à le croire. Oui, donc j'allais vous poser justement la question sur l'effet placebo. On parle de l'effet placebo chez les êtres humains. On a longuement décrié l'homéopathie et toutes les médecines parallèles. On s'aperçoit que ça fonctionne chez l'animal. Donc, comme vous disiez il y a quelques instants, c'est une réalité. Oui, je crois que c'est important de savoir que l'homéopathie est une médecine vraiment qui appartient à la catégorie des médecines expérimentales, c'est-à-dire que les remèdes qui sont dans les matières médicales, c'est-à-dire les grands répertoires qui servent de référence pour le choix d'une prescription homéopathique, ces remèdes sont le résultat d'expérimentations qui ont été faites selon la méthode que l'on appelle le double aveugle, c'est-à-dire que la personne qui a reçu le remède ne savait pas ce qu'on lui donnait et a dû décrire au médecin
les modifications dans sa santé, dans son appétit, dans son psychisme, etc. Et donc, toutes ces informations ont été soigneusement notées par des centaines de médecins qui ont fait ces recherches, qui ont compilé des informations. Les matières médicales sont la compilation de ces milliers d'heures de travail patient. Et c'est ça qui sert de base à l'homéopathie. Ça n'est pas juste une supposition, c'est quelque chose qui vient bien d'une observation clinique. D'accord. Est-ce qu'on pratique également l'ostéopathie chez l'animal ? Absolument. On pratique l'ostéopathie dans toutes les espèces. J'ai même des collègues ou des ostéopathes qui ne sont pas vétérinaires qui soignent des serpents, des oiseaux, des poissons. Vous voyez, on peut vraiment travailler sur tout type d'espèces, des éléphants parfois. Donc la taille n'est pas forcément un obstacle si on possède la technique correspondante. Et il est tout à fait intéressant d'utiliser l'ostéopathie pour toutes sortes de pathologies. Alors on pense bien sûr aux pathologies locomotrices, c'est-à-dire un petit peu l'équivalent des rebouteux, mais les ostéopathes sont des gens qui sont formés, qui connaissent l'anatomie et qui connaissent aussi normalement les limites de leur approche. Mais on peut aussi utiliser l'ostéopathie pour ce que l'on appelle les pathologies des tissus mous, c'est-à-dire les coliques, tout ce qui concerne les intestins, les pathologies respiratoires. Vous voyez, des choses qui n'ont rien à voir avec le système musculaire ou osseux. Et justement, comment ça fonctionne ? Alors je ne suis pas ostéopathe moi-même, il faudrait poser la question à quelqu'un de plus compétent, mais je peux déjà vous donner le grand principe. Oui. Le principe de l'ostéopathie, c'est que notre corps est comme le corps des animaux, est tenu ensemble, tous les organes sont tenus ensemble par ce que l'on appelle des fascias, c'est-à-dire des grandes poches élastiques de tissus fibreux qui contiennent un muscle, qui contiennent le foie, etc., etc. Et en fait, l'ostéopathie va travailler sur cette dimension du corps pour améliorer l'élasticité, pour réharmoniser les relations entre ces différents segments, ces différentes poches qui tiennent notre corps ensemble. Et on obtient des résultats, ça a été testé. Alors, ça a été testé, ça je ne sais pas. Par contre, il y a tous les jours de nombreux témoignages concernant les résultats de l'ostéopathie pour un cheval de dressage, par exemple, qui n'arrivait plus à tourner son encolure vers la droite. Et bien, après un soin d'ostéopathie, son mouvement va être libéré. Ou bien, ça a été aussi testé pour des situations comme un chat qui va, par exemple, avoir beaucoup de mal à avaler et qui va régurgiter une partie de son repas parce que son œsophage n'a pas une forme normale, eh bien toutes ces choses-là peuvent être améliorées par l'ostéopathie. On s'en aperçoit, les propriétaires le disent, de nombreux vétérinaires adressent leurs patients à des confrères ou des consoeurs ostéopathes. Il y a d'ailleurs en France des écoles d'ostéopathie vétérinaire qui sont réputées de très bonne tenue. Quelles sont les procédures réglementaires à respecter si on veut adopter un animal de compagnie selon les lois sanitaires françaises en vigueur? Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une grande méconnaissance, justement. On voit de plus en plus des animaux traîner dans la rue, ne pas être vaccinés, etc., etc. Alors, quand on n'est pas propriétaire de l'animal, c'est-à-dire qu'avant de prendre la décision d'adoption, il n'y a aucune obligation que l'animal adopté ait déjà reçu des vérifications sanitaires. C'est-à-dire qu'on a tout à fait le droit sur le territoire français de prendre chez soi un chat qu'on voit errer dans la rue ou un chien dans une SPA. D'ailleurs, j'encourage vivement les auditeurs à réfléchir avant de prendre un nouvel animal. Est-ce que il n'aurait pas envie de rendre un chien ou un chat heureux alors qu'il est en prison dans une SPA et qu'il espère une vie de famille équilibrée et pouvoir donner du bonheur et partager du bonheur avec des êtres humains? Vous savez, il y a tellement d'animaux qui sont abandonnés pour des raisons qui ne les rendent pas impropres à une adoption qu'il faut vraiment réfléchir à cet aspect parce que c'est un phénomène de masse malheureusement. Donc, avant d'adopter l'animal, il n'y a pas d'obligation de choisir un animal qui a un statut sanitaire à partir du moment où il est sur le territoire français, j'insiste bien, parce que si on doit passer une frontière avec un animal adopté, il faut, avant de passer la frontière, dans le pays où il a été adopté, il faut aller voir un vétérinaire et le faire mettre en règle avec la législation, surtout en ce qui concerne la législation antirabique. La rage est une maladie qui est très grave, elle est mortelle chez l'être humain. Il y a encore en Europe de nos jours, en Europe occidentale, des cas de rage humaine qui aboutissent à la mort de la personne. Donc, évidemment, la rage aboutit aussi à la mort de l'animal qui est atteint. Donc ça, il ne faut vraiment pas plaisanter avec cette maladie, elle est trop grave. Ensuite,
Tout dépend de ce qu'on va faire avec l'animal. C'est-à-dire que si on adopte un animal et qu'on projette ensuite de le faire vivre ou de le faire séjourner dans une collectivité, de le montrer dans des expositions de beauté ou des activités de sport, etc., là, il y a des obligations qui sont différentes de celles qui sont en place quand il s'agit d'un animal qui va vivre dans notre jardin ou dans notre appartement. La chose la plus importante, c'est la vaccination et le statut sanitaire au niveau de la rage. Et puis ensuite, pour ce qui concerne le risque auprès de la santé humaine, ce sont les vermifugations, qui ne sont pas, quand on reste à l'intérieur d'un pays, une obligation légale, mais qui sont vraiment conseillées quand on prend un animal dont on ne connaît pas l'origine.